Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parlons Impulsion, donc une émission consacrée aux réalisations du projet d'établissement Impulsion du centre hospitalier Le Vinatier. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe en charge de l'offre de soins et de la recherche. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la recherche paramédicale, à la recherche vue par les soignants. Nous avons la chance d'accueillir avec nous trois invités. Donc Nicolas Petit, qui est donc orthophoniste de métier et doctorant. C'est ça. Florence Farzel, donc, qui est cadre en charge de la coordination et de la recherche paramédicale au centre hospitalier Le Vinatier. Et enfin, Benoît Chalancon, infirmier de recherche clinique au sein du pôle urgence et plus particulièrement du centre de prévention du suicide. Donc, les règles du jeu, je vous les rappelle, le format c'est 30 minutes, 15 minutes d'intervention, de débat entre nos trois invités, puis après 15 minutes de questions où vous pourrez donc poser toutes vos questions via le chat et nos invités essaieront d'y répondre le mieux possible. Alors, ma première question va s'adresser à Florence. Florence, peux-tu nous dresser un petit panorama en fait de la recherche paramédicale dans notre établissement et puis nous dire finalement quelles sont tes missions? Alors, oui, un petit panorama. On a fait le constat finalement depuis quelques mois que la recherche paramédicale existe au Vinatier, mais que jusqu'à présent, elle était finalement par endroits assez éclatée. Et du coup, est venue la nécessité finalement de structurer davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui cette fameuse recherche paramédicale. Alors, on entend par recherche paramédicale, un petit mot peut-être sur la terminologie, parce qu'on peut entendre parfois recherche infirmière, recherche en santé, recherche clinique, recherche paramédicale. On a fait, nous, le choix effectivement de s'arrêter sur ce terme de paramédical pour finalement ouvrir l'ensemble des paramédicaux cette fameuse question de la recherche. Alors, moi, mon rôle, précisément, donc, comme Cindy, tu l'as dit, je suis donc référente recherche paramédicale au sein de la DRCI, donc je travaille avec l'équipe de cette direction, finalement, pour impulser et promouvoir cette culture recherche, cette culture scientifique auprès de l'ensemble des paramédicaux de l'établissement. Alors ça implique, ou ça va impliquer, parce que pour l'instant on est en travail et on est en construction finalement de cette mission, de nos interventions, ça va impliquer finalement une collaboration avec l'ensemble des équipes qui seront partantes pour initier et se lancer dans les projets de recherche, et l'ensemble des équipes finalement. Ça ne va pas simplement être un infirmier ou un orthophoniste d'une équipe, mais ça va être l'ensemble avec le cadre de santé, le médecin, le psychologue, essayer de donner une impulsion un petit peu collective à cette recherche paramédicale. Ça, c'est un travail qu'on va être amené à faire. Donc, on va très certainement initier des visites. En tout cas, on va venir toquer aux portes finalement pour expliquer, donner des informations, donner du contenu. Donc peut-être avec mes collègues ou avec Aurélien, aussi notre collègue de la com. Et on va venir vous voir pour parler un petit peu recherche et expliquer cette volonté, ce souhait que l'on a de voir se développer une culture scientifique dans nos équipes de soins, nos équipes paramédicales. Voilà. Avec l'idée quand même finalement d'une certaine façon de renforcer un collectif de travail interdisciplinaire ou interprofessionnel, donc de faire du lien, de resserrer un petit peu les choses, peut-être aussi de travailler, de renforcer la motivation et puis à travers la recherche, de conforter ou d'initier ou d'impulser un certain leadership de la part de nos collègues paramédicaux.
Et puis, important aussi, l'idée de faire émerger, comme je le disais tout à l'heure, une culture partagée. Voilà, une culture scientifique, une culture partagée autour de la recherche, avec dans l'objectif finalement l'amélioration de la qualité des soins au quotidien auprès de nos patients. C'est ce qui nous anime. Merci Florence. Benoît, pourriez-vous nous présenter tout simplement votre profession d'infirmier recherche clinique et peut-être aussi l'illustrer par votre cursus en fait. Et puis si vous pouvez après nous parler de votre projet de PHRIP, vous nous direz exactement ce que c'est pour illustrer concrètement en quoi peut consister un travail de recherche. Oui, alors en quelques mots, mon parcours, j'ai débuté sur l'hôpital en 2008 et j'ai une expérience d'infirmier dans les services cliniques d'une dizaine d'années environ. J'ai toujours été curieux et intéressé par la recherche et dans l'idée de me donner une spécialisation métier, j'ai passé ce qu'on appelle un diplôme universitaire d'attaché de recherche clinique qui a fait de moi un infirmier de recherche clinique. Et du coup, j'ai pu développer cette activité-là au sein de mon service sur le centre de prévention du suicide, où il y avait déjà une activité clinique qui était en activité. Et du coup, j'ai pu d'une part continuer à des activités cliniques et aux activités recherche qui sont de plus en plus développées, jusqu'à il y a maintenant quelques mois, presque un an maintenant, où je suis passé aujourd'hui à temps plein sur la recherche. Et en parallèle de ça, le début d'attaché de recherche clinique m'a redonné un peu le goût des études et du coup, j'ai débuté une validation des acquis de l'expérience d'un diplôme en master en santé publique, que je suis d'ailleurs aujourd'hui en cours et je suis en train de finir de le valider. Voilà. Et en parallèle de ces deux cursus-là, et rattaché à des objectifs et la spécialisation de mon service, on a mis en œuvre un PHRIP, donc un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui avait été promu sur l'année Covid en 2020. Voilà, il y a eu un petit peu de retard, et donc on a obtenu un financement pour mettre en place une étude nationale où il y a 29 centres qui y participent, une étude qui est censée évaluer l'efficacité d'un outil de prévention de la réitération suicidaire. On travaille en étroite collaboration avec les services d'urgence de différents hôpitaux en France et aussi outre-Marin, et également des dispositifs de vigilance. Et donc l'identité infirmière sur ce projet de recherche elle est très forte. Et du coup, dans les collaborations qu'on a pu mettre en œuvre à travers les différents centres collaborateurs qui participent à cette étude-là, on a été attentifs et on a promeut autant que possible la participation d'infirmiers identifiés comme des investigateurs dans chacun de ces centres-là. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci Benoît. Nicolas, un petit peu la même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cursus, ce qui vous a amené à faire de la recherche, et puis nous présenter un des projets phares que vous menez? Oui, donc moi effectivement je suis orthophoniste depuis 2016. C'est un métier, une clinique qui me plaît beaucoup, mais j'ai toujours eu aussi cet intérêt pour la recherche. Donc j'ai, juste après mes études d'orthophonie, complété ma formation par une année de Master 2 en neuropsychologie, neurosciences cliniques, orientation plutôt recherche puisque j'avais cet intérêt, en parallèle d'une pratique libérale à ce moment-là. Et puis après ça, j'ai rejoint le Vinatier en 2017 sur le pôle de PEA, au Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme. Et c'est en arrivant ici que, en fait, moi j'avais mes questionnements, on va dire plutôt scientifiques et fondamentaux autour de la compréhension de l'implicite, pour faire simple dans le langage. Et puis, en arrivant dans ce centre d'évaluation, j'ai été confronté à quelque chose de beaucoup plus concret, qui est le fait qu'on manque d'outils pour évaluer ces compétences-là, pour les évaluer notamment chez les petits, chez les enfants du primaire, d'âge scolaire. Et donc, c'est comme ça que s'est monté le projet sur lequel je passe le plus clair de mon temps maintenant, qui est de concevoir, de développer et puis de valider un nouvel outil d'évaluation clinique de la compréhension pragmatique, donc de la compréhension du second degré chez les enfants. Ça s'est fait d'abord via un premier financement interne, des appels à projets internes du Vinatier, puis par un PHRIP, donc des financements nationaux. Voilà. Et là, je complète, je suis sur la fin de
de ce travail-là avec les financements qu'offre le Vinatier pour des thèses. Parce que voilà, même si ce projet-là, je l'ai porté et je l'ai mené en tant qu'orthophoniste, vu que c'était une expérience de recherche, j'ai aussi choisi de la valoriser sous la forme d'un doctorat. Donc ça m'a aussi permis de m'inscrire à l'école doctorale. Voilà, donc là, j'ai longtemps travaillé à mi-temps sur mon activité clinique et à mi-temps sur mon activité de recherche. Ce qui n'est pas facile, il faut un peu lutter de part et d'autre pour ne pas se faire attraper par chacun de ses pôles. Mais voilà, tant que j'étais là-dedans, finalement, c'était aussi très confortable parce que je trouve que c'est deux activités qui sont très complémentaires aussi pour nous en tant que paramédicaux. Et finalement, quels sont les freins aujourd'hui qui pourraient se présenter à des soignants intéressés par la recherche? Et plutôt, j'oserais dire, quelles solutions, quelles propositions pourrait-on leur faire pour, voilà, ils ont une idée, comment les aider à franchir le pas, quels sont les différents niveaux peut-être à atteindre et qu'est-ce qu'on a mis en place au centre hospitalier Le Vinatier? Peut-être Florence ou Benoît, comme vous souhaitez. Dans l'idée de Florence, tu parlais de créer une culture recherche auprès des paramédicaux. Et je crois qu'à un niveau premier et très simple d'accès, je crois qu'il faut qu'on parle du groupe biblio. Oui, absolument. L'idée du groupe de bibliographie, c'est de pouvoir lire des articles professionnels sur des sessions qui sont spécifiques et des articles plutôt scientifiques sur d'autres sessions spécifiques également, où il y a des invités, des infirmiers, des paramédicaux qui viennent avec leur expertise et leur leadership, si on parlait tout à l'heure, pour venir discuter d'un article en particulier, de le présenter et puis de le mettre au débat avec les personnes qui sont présentes au groupe de biblio. Il n'y a pas de prérequis pour venir au groupe biblio. Souvent, pour m'amuser, je dis qu'il faut venir au groupe biblio un peu comme au McDo, quoi, un peu comme on est, comme ça, très simplement, pour venir écouter, pour venir découvrir, pour venir s'enrichir. Ça plaît, on revient. Si on n'y retrouve pas, c'est pas grave, on ne revient pas. Mais en tout cas, on sait que c'est un endroit où il y a où on peut y retrouver plusieurs infirmiers qui ont une sensibilité particulière à cette recherche et qui ont des compétences spécifiques et qui peuvent du coup contribuer à créer une culture. Et du coup, voilà, on peut s'interpeller les uns les autres. On a fait venir Nicolas l'an dernier, par exemple. Et voilà, et je crois que c'est un niveau d'accès qui est très simple. Comment on fait pour participer ? Alors là aussi, on a voulu faire les choses de façon très simple. L'idée, c'est d'avoir un accord oral avec son cadre de proximité. Et une fois que celui-ci est obtenu, simplement m'envoyer un mail à benoîtchavancon@ch, etc., levinatier.fr, disant qu'on souhaite participer au groupe biblio. Habituellement, on est en une petite dizaine à y participer très régulièrement. Alors, il faut s'y inscrire parce qu'il faut être attentif au nombre de places disponibles également. Et alors, vous pouvez venir y assister, écouter, mais si vous voulez venir présenter un article, vous essayez dans un endroit j'allais dire très sécure, très tranquille, voilà, contactez-moi, faites-moi un mail en disant tiens, j'ai trouvé un article dans la revue Santé Mentale ou dans la revue Recherche en soins infirmiers. Ça m'a interpellé parce que du coup, je vois qu'il y a des liens avec mon exercice au quotidien qui m'interpelle, etc. J'aimerais bien en discuter. Venez, voilà, vous y trouverez aussi des IPA et tous ensemble, on pourra en discuter, voilà, tout simplement. Alors, précisez peut-être aussi que ce fameux groupe biblio, on l'a depuis cette année, enfin à partir de 2023, on l'a intégré dans le plan de développement des compétences, puisque, Cindy, tu parlais de levier tout à l'heure, effectivement, on a fait en sorte d'intégrer au plan de développement de compétences un module recherche paramédicale, avec un premier niveau, si j'ose dire, qui pourrait être le groupe biblio, et puis ensuite une vraie formation qui contient elle-même 4 niveaux, je ne dis pas de bêtises, Benoît, et qui va permettre à l'ensemble des collègues de terrain intéressés et qui se disent mince, moi, la recherche, finalement, ça m'intéresse, mais j'ose pas, ou c'est pas pour moi, ou je vais pas savoir faire, je sais pas comment savoir m'y prendre. Alors voilà, il y a cette possibilité de s'inscrire maintenant, dès à présent, dès 2023, à cette formation que l'on souhaiterait aussi même voir se transformer à terme en diplôme universitaire. Ça, c'est un autre sujet, on reviendra peut-être pour en parler. Mais la question, voilà, de faire passer ça comme un outil favorisant finalement l'émergence
de la recherche paramédicale au Vinatier, ça nous a paru important. Et puis d'autres initiatives, hein, d'autres leviers. Une journée recherche, par exemple, qui aura lieu le 8 juin, donc voilà, qui pourra aussi, bien sûr, et qui devrait intéresser nos collègues de terrain. Une disponibilité, moi, voilà, je suis ouverte à toute demande de rendez-vous. Pour commencer un petit peu peut-être à débroussailler. Je suis intéressée, mais je ne sais pas trop. Voilà, ça permet un entretien peut-être de faire un petit peu une analyse de contexte et puis de voir où la personne a envie d'aller. À ce moment-là, moi, j'arrête là mon intervention, mais je vais savoir l'orienter finalement vers la personne adéquate en fonction de là où il en est. Voilà un petit peu les types de leviers qu'on peut offrir en tout cas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on remettra, on va dire, dans le chat le petit support qu'on a conçu de boîte à outils, on va dire, sur la recherche paramédicale avec les coordonnées des personnes qu'on a citées. Il y a également des ressources bibliographiques qui sont accessibles. On a une documentaliste qui peut être sollicitée pour de la recherche biblio sur un sujet. Vous êtes intéressé sur un sujet sans avoir une idée de recherche, mais déjà, voilà. Nous avons aussi des ressources en méthodologie pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent mener un projet, mais c'est le niveau encore au-dessus. Donc, il y a des ressources. Il y a des ressources qui existent. Donc, nous allons passer à vos questions. Alors, n'hésitez pas, voilà, le chat est ouvert. Donc, il y a déjà une question, mais vous pouvez, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Donc, la première question, est une question oui, très pratique sur les horaires pour participer au groupe biblio. Quels sont les horaires général? En général, c'est 12h30, 14h. On a maintenant une page, et enfin, je remercie le service com, Anastasia et Aurélien, sur lequel est recensé les journées où ont lieu les groupes biblio, les heures, c'est toujours le même heure, 12h30, 14h. D'ailleurs, à ce propos, on vient, si vous n'avez pas le temps de manger, venez avec votre plateau repas. On fait très simple aussi dans le groupe biblio, on fait comme on peut avec le temps qu'on a. Voilà. Et donc, les thématiques sont aussi annoncées à l'avance avec le nom des intervenants. Donc, vous retrouvez tout ça sur l'intranet, c'est mis à jour très régulièrement. Là, on arrive à la fin d'une séquence. Je crois que le prochain a lieu la semaine prochaine, et puis on a une nouvelle sur le janvier. Et on va travailler à faire une nouvelle séquence jusqu'à l'été 2023. Voilà. OK. Une question concernant l'accès aux données statistiques, peut-être à un certain nombre de bases de données dont on a besoin. Alors, ça dépend du sujet de recherche. Hein. Des fois, c'est déjà un des objectifs de la recherche que de constituer une base de données, mais j'imagine qu'il s'agit peut-être d'études en santé publique ou en épidémiologie dont il est fait référence. Où est-ce que ça se trouve, ces données, on va dire, publiques, pour le coup. J'imagine déjà dans des articles. Je vous laisse répondre, Nicolas. On peut le voir en différents niveaux sur la question d'accès aux bases de données. Peut-être que le plus proche de nous, c'est de se demander les données de consommation de soins, entre guillemets, sur l'intra-hospitalier. Et peut-être que là, notre interlocuteur principal, ça serait le DIM. Alors, je vais être attentif si on rentre dans le cadre d'un travail de recherche. Du coup, il faut solliciter le service de recherche, Véronique Vial et Lydie Sertelet en particulier. Voilà. Maintenant, sur les bases de santé, j'allais dire publiques à proprement parler, les conditions d'accès ils sont différentes. Il faut argumenter pourquoi on veut y avoir accès, et pour pouvoir réussir à naviguer à travers ces bases de données-là, il faut aussi pouvoir accéder à un temps de formation qui est de moins de 2 jours. Donc ça demande déjà un niveau d'expertise qui est supplémentaire. Et peut-être le dernier volet, très rapidement, qui est la question de l'accès aux bases de données documentaires. Avoir en tête qu'il y a une ressource sur le centre de documentation de la bibliographie, qui est un interlocuteur simple, Anne-Céline Nartevel, qu'on peut contacter très simplement et qui nous aidera autant qu'elle le peut. Et puis après, au moyen des temps de formation dont Florence vous a parlé, on verra qu'on pourra aussi développer quelques compétences pour réussir à naviguer dans des bases de données comme PubMed ou Sciences Direct ou encore d'autres univers. Nicolas, vous souhaitiez compléter ? Non, pas forcément. Moi, c'est pas des
c'est pas des données avec lesquelles je travaille, ces données, ces bases de données préexistantes. Moi, j'ai travaillé plutôt à collecter des données et après, voilà, cohorte, en ma fait, base de données, voilà, ouais. base de données. À moi, après, ça pose la question après des outils pour analyser ces données-là, mais c'est encore. Oui, voilà. Autre question, n'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes sur le sujet de la recherche paramédicale. Alors, en attendant que des questions n'arrivent, peut-être signaler que finalement, il y a différents moyens, on va dire, de décoller, si j'ose dire, sur la recherche, différents leviers aussi financiers qu'on peut mobiliser. Il faut savoir déjà que le centre hospitalier de Lunatier, chaque année, en fait, lance un appel à projet interne qui permet de financer une recherche. Alors, pas une recherche, on n'est pas sur des recherches voilà, de très forte ampleur parce que les budgets sont limités et auquel cas il faudra plutôt s'adresser à des appels à projets nationaux, mais n'empêche que ça peut permettre de faire des petites études pilotes, de financer aussi des petits temps, des temps de, voilà, s'il y a besoin de temps de tech, enfin, de temps au niveau de l'investigateur. Ça peut être une façon de mettre le pied à l'étrier. Après, nous avons également, pour ceux qui souhaitent s'inscrire dans des parcours universitaires, et c'est ça, on va dire, la clé pour monter en compétences au niveau de la recherche, c'est s'inscrire aussi dans un parcours universitaire. On va favoriser les masters. Il y a la possibilité chaque année de se faire financer des doctorats, voire des post-doctorats. Alors, c'est dans le cadre d'un appel à projet également interne, et donc il y a une sélection des candidatures, mais en tout cas, cette possibilité existe via l'établissement. Et puis tout simplement, commencer par les niveaux, on va dire, de base, c'est-à-dire le groupe biblio, le module recherche paramédicale proposé au plan de développement des compétences. Voilà, ça dépend d'où vous partez, quels sont votre historique sur la recherche. Alors, Denis Boucomètre qui pose une question à la cantonade. Est-ce qu'il existe des congrès dédiés à la recherche paramédicale? Je vous laisse, je pense que tous les trois avaient une partie de la réponse. Il y en a un peu. Après, il y a beaucoup aussi de congrès plutôt thématiques qu'autour de recherche médicale, où là, ça rassemble aussi des gens qui font des choses très différentes. Mais par exemple, il y a le congrès de recherche en soins en psychiatrie, où on s'est déjà croisé, Benoît. Il y a plutôt des journées d'études sur des groupes de recherche paramédicale. Voilà. Ça existe. Oui, et puis, alors sans que ce soit typiquement une journée dédiée ou un congrès dédié recherche paramédicale, mais on observe par exemple qu'à travers certaines journées, je pense par exemple les journées des IPA qui sont organisées un petit peu partout maintenant, de plus en plus en France, il y a toujours une présentation recherche infirmière en pratique avancée, paramédicale. Voilà, c'est aussi par ce biais-là, ça existe aussi par ce biais-là. Rapidement, deux, trois tuyaux, j'allais dire simplement. Le CFP vient d'avoir lieu, le Congrès français de psychiatrie. Il y avait une journée qu'on dit satellite, une journée un petit peu annexe, qui était dédiée à la recherche paramédicale au sens large. Paramédicale, donc en tant que pluridisciplinaire, des orthophonistes qui passaient la main à des infirmiers, qui passaient la main à d'autres professions paramédicales. Il y a un autre congrès que j'apprécie particulièrement, je dois bien l'avouer comme ça, c'est le congrès sur la recherche paramédicale qui a lieu à Angers chaque année. Je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il est aussi pluridisciplinaire. On ne parle pas que psychiatrie, on parle aussi réanimation, on parle aussi soins extérieurs, etc. Et du coup, cette diversité des regards permet d'y voir un petit peu plus clair, aussi de se remettre en question et aussi d'aller s'enrichir sur ce qui se fait dans d'autres disciplines. Mais peut-être que le plus simple pour continuer d'aller un peu farfouiller dans l'ensemble de ces congrès plutôt paramédicaux qui existent, c'est d'aller sur des sites comme infirmier.com ou Santé Mentale, où du coup il y a des agendas où les congrès sont énumérés, souvent ils sont présentés. Et puis il faut suivre les réseaux sociaux.
faut construire une génération connectée. Maintenant, il faut se faire des comptes Twitter, LinkedIn, etc. Parce qu'il y a des influenceurs aussi dans nos compétences, dans nos métiers, qui suivent un peu ces actualités-là. Et puis, voilà, c'est un bon moyen de tenir au courant. Une question posée par le Centre de ressources et réhabilitation. Y a-t-il des projets de recherche paramédicale qui impliquent le centre hospitalier Le Vinatier, qui associe les usagers, ce qu'on appelle maintenant la recherche participative? Est-ce que vous êtes partie prenante dans SHEPMED? Alors SHEPMED, c'est un petit peu technique, c'est, on va dire, une réunion des universités, des hôpitaux, on va dire, de Lyon, dont le Vinatier. Quelle sera la nature de la contribution? Alors, je pense que SHEPMED, on est encore un petit peu loin du sujet. Certains chercheurs de chez nous participent aux ateliers de SHEPMED, donc qui promeut une recherche interdisciplinaire entre de la recherche très fondamentale in vitro, très voilà, théorique, on va dire, qu'on peut retrouver en université, faire le pont avec les sciences humaines et sociales, avec la clinique, c'est ça SHEPMED. On en est un petit peu loin, mais en tout cas, par contre, sur la recherche participative, la place des usagers dans les travaux de recherche que vous menez, dont vous avez connaissance, est-ce que vous pouvez nous... Oui, en quelques mots, nous, on a eu un exemple de protocole de recherche dite User-Centered Design, donc voilà, centré sur l'expérience patient. C'est un peu le protocole à la mode, entre guillemets. Alors c'est à la mode parce qu'on se rend compte en fait qu'on ne peut plus maintenant faire de soins sans s'intéresser à l'expérience patient. Donc du coup, on cherche à les investir autant que possible dans les protocoles de recherche qu'on met en œuvre. Et à ce titre-là, on a par exemple l'étude Espoir. L'étude Espoir, c'est une étude qui s'intéresse à développer un outil numérique pour les personnes qui sont endeuillées par suicide. Et typiquement, dans cette approche-là, si on veut réussir à avoir un outil qui est le plus approprié possible aux personnes concernées, ben, l'idée c'est de les inclure dès le début dans la conception du protocole de recherche et de faire le protocole de recherche pas à pas avec eux en quelque sorte. Donc de façon très concrète, ça veut dire que le développement de cet outil numérique, eh ben, il est développé, on consulte de façon très large d'abord par des questionnaires en ligne les avis de futurs usagers, et puis de façon un peu plus spécifique, on va les voir un par un avec des entretiens un peu plus dédiés pour aller co-construire cet outil et leur demander en gros s'ils trouvent qu'il correspond à leurs besoins ou pas, et du coup on ajuste. Et ça du coup c'est intéressant parce que ça donne des éléments d'utilisabilité au final de ces outils-là qui est hyper intéressant parce que c'est pas le tout d'avoir un outil efficace et qui fonctionne. Si les premiers concernés ne l'utilisent pas, et ben, ça ne sert à rien en quelque sorte. J'imagine que dans le domaine de la psychiatrie enfant-adolescent, les familles étant souvent des partenaires, hein, y compris dans les protocoles de recherche, il y a une attention spécifique. Tout à fait, ouais. Je ne sais pas si dans les projets là, que j'ai en tête qu'on mène chez nous, on peut vraiment parler de recherche participative, qui est un concept où vraiment on doit inclure les usagers, même dans la conception même des projets de recherche. On essaye de se diriger vers là, c'est sûr qu'il le faut, et que c'est ça qui va aider, oui, à transférer aussi les résultats de la recherche dans la pratique réelle, parce que sinon, on a deux univers qui fonctionnent un petit peu en vase clos. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de gens qui ont un pied des deux côtés, je crois. Mais c'est sûr qu'on peut vite, on peut vite avoir des résultats de recherche qui paraissent très beaux, très impressionnants, mais qui en fait ne sont pas vraiment transférables dans la pratique clinique. Et cette recherche participative, elle doit vraiment amener ça aussi dès la conception des projets. Donc, ça nous donne une belle idée, c'est qu'on se dit que peut-être dans nos DRCI, il faudrait qu'on ait des personnes concernées, peut-être un peu à demeure, hein, avec des profils particuliers, s'intéressant à la recherche, mais ça pourrait être une ressource intéressante, notamment dans nos recherches, hein, on va dire en santé mentale, où on va dire la place de l'usager, elle est particulière, on va dire. Hein. On est moins dans de la technologie ou dans la compréhension de mécanismes assez fondamentaux. On est beaucoup sur de l'utilisation, sur de la pratique. Hein, absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, Florence, Nicolas,
Benoît pour cette demi-heure qu'on a passée ensemble. Je crois que nous en savons maintenant tous davantage sur la recherche paramédicale. Alors, vous pourrez retrouver cette émission en replay sur notre site intranet. On en fera une communication, je pense, sur les réseaux sociaux. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais plus quand, Anastasia. En décembre, on aura un dernier numéro dont le thème n'est pas encore totalement connu. Mais en tout cas, on remercie le public de Parlons Impulsion qui nous est fidèle et qui compte édition après édition de nouveaux spectateurs. Merci à tous, très bon après-midi.